Sous la surface scintillante de l'océan se cache un autre monde, un monde silencieux, infini, écrasant. C'est un endroit où la lumière du soleil s'éteint pour laisser place à un noir absolu. Un endroit où la pression s'accumule avec une telle violence qu'elle pourrait broyer l'acier comme du papier. Ici, dans ce froid perpétuel et cette obscurité totale, la vie ne se contente pas de survivre. Elle se transforme. Elle défie les règles que nous connaissons. Des créatures qui devraient être minuscules atteignent des proportions impossibles. Une simple crevette grandit jusqu'à atteindre la taille de votre avant-bras. Une méduse s'étire jusqu'à devenir plus large qu'une maison. Et quelque part dans l'abysse, un calmar rôde, rivalisant en longueur avec un bus scolaire. Ce phénomène étrange porte un nom, le gigantisme des profondeurs. Les scientifiques l'observent depuis des décennies. Ils le documentent, ils le mesurent. Pourtant, personne ne comprend totalement pourquoi les abysses semblent favoriser les géants. Est-ce le froid glacial qui ralentit le temps lui-même? Est-ce la pression écrasante qui force la vie à changer de forme? Ou est-ce l'obscurité? Peut-être est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose d'inscrit dans le code même de la vie lorsqu'elle est poussée à ses limites absolues. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'océan. Nous n'allons pas seulement rencontrer ces géants, nous allons essayer de comprendre quelles forces ont sculpté ces titans des abysses. Pourquoi la nature a-t-elle choisi le gigantisme là où tout semble hostile? Commençons par les faits. Le gigantisme des profondeurs n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire de marins ivres. C'est un modèle documenté, observé chez de multiples espèces vivant en dessous de 1000 mètres. Prenons l'isopodes géants. Vous connaissez sûrement les cloportes, ces petits insectes gris que l'on trouve sous les pierres dans le jardin. Ils sont inoffensifs. Ils se roulent en boule quand on les touche. Maintenant, fermez les yeux. Imaginez ce même animal avec la même carapace segmentée, les mêmes pattes articulées. Mais imaginez-le de la taille d'un petit chien. C'est le Bathynomus giganteus, l'un des plus grands crustacés sur Terre. Il peut mesurer jusqu'à 50 cm de long. Il pèse plus d'1 kg. C'est un char d'assaut biologique. Il se déplace sur les plaines abyssales, se nourrissant des restes qui tombent de la surface. C'est un charognard bâti comme une armure. Face à lui, nos insectes terrestres semblent ridicules. Et que dire du crabe araignée géant du Japon? Ses pattes sont un cauchemar d'ingénierie. Elles peuvent s'étendre sur près de 4 mètres d'une pince à l'autre. 4 mètres, c'est suffisant pour enjamber une petite voiture. Il arpente le fond de l'océan au large du Japon. Il bouge lentement, délibérément, comme un géant mécanique venu d'un autre âge. Son corps est petit par rapport à ses membres, mais sa portée est inégalée parmi les arthropodes. Pourquoi avoir des bras si longs? À quoi servent-ils dans le noir? En pleine eau, loin du sol, nous trouvons le calmar colossal, une créature si insaisissable que nous n'avons vu qu'une poignée de spécimens. On pense qu'il s'agit du plus grand invertébré vivant. Mais ce qui frappe le plus, ce ne sont pas ses tentacules, ce sont ses yeux. Ils ont la taille de ballons de basket. Ce sont les plus grands yeux du règne animal. Pourquoi? Pourquoi des yeux si énormes dans un monde sans soleil? La réponse est vitale. Dans la zone de minuit, chaque photon compte. Des yeux plus grands signifient une meilleure vision. Ils peuvent détecter la moindre lueur bioluminescente au loin. C'est la différence entre attraper une proie et mourir de faim. Même les plus petites créatures subissent cette transformation. Les amphipodes, ces crustacés ressemblant à de minuscules crevettes que vous trouvez dans les flaques d'eau à marée basse. En surface, ils mesurent à peine 1 centimètre. On les remarque à peine. Mais descendez dans la fosse des Mariannes. Là-bas, ils grandissent jusqu'à plus de 30 cm, la longueur d'une règle d'écolier. Ils ne sont plus invisibles. Ils grouillent en meute, dévorant tout ce qui tombe au fond de la fosse. Une armée de géants miniatures. Les méduses suivent aussi cette règle. La méduse rouge géante ou Tiburonia grandrogio.
Elle dérive dans les profondeurs avec une ombrelle de plus d'1 mètre de large. Elle est différente des autres. Elle n'a pas de longs tentacules urticants. À la place, elle possède des bras charnus, épais, qu'elle utilise pour capturer ses proies. C'est un géant lent et fantomatique, un ballon rouge sang suspendu dans le vide, ou encore la méduse Dipstaria, une espèce rare trouvée à des milliers de mètres de profondeur. Sa cloche est fine, translucide. Elle bouge en ondulation spectrale. Lorsqu'elle est éclairée par les submersibles, elle semble luire doucement. Elle ressemble à un drap vivant, flottant dans une maison hantée immergée. Et enfin, les vers tubicoles des cheminées hydrothermales. Les Riftia. Ils vivent là où l'eau est surchauffée, chargée de produits chimiques toxiques. Un environnement mortel pour nous. Pourtant, ils prospèrent. Ils peuvent dépasser les 2 mètres de long. Ils n'ont ni bouche ni estomac. Ils survivent entièrement grâce à des bactéries vivant à l'intérieur de leur corps. Ce sont des géants qui ne chassent pas. Ils cultivent de la vie en eux-mêmes. C'est fascinant, n'est-ce pas? Mais la question demeure. Pourquoi? Pourquoi grandissent-ils autant? La réponse n'est pas simple, c'est un puzzle complexe. Mais tout commence par la physique. Dans les grands fonds, la température frôle le point de congélation. Elle dépasse rarement 4 degrés Celsius. L'eau froide fait quelque chose d'intéressant au métabolisme. Elle le ralentit. Les réactions chimiques qui alimentent les cellules se font au ralenti. Le mouvement, la croissance, tout prend plus de temps. Pour la plupart des animaux terrestres, ce serait un désavantage. Mais dans les abysses, c'est un atout. La nourriture est rare, l'énergie est précieuse. Lorsque votre corps brûle l'énergie lentement, vous pouvez survivre plus longtemps sans manger. Vous n'avez pas besoin de chasser tous les jours. Vous pouvez attendre. Et dans l'abysse, la patience est la clé de la survie. Mais il y a un autre facteur, l'oxygène. C'est une règle de chimie simple. L'eau froide retient plus d'oxygène dissous que l'eau chaude. C'est crucial. Pourquoi? Parce que les grands corps ont besoin de plus d'oxygène pour fonctionner. Dans les mers tropicales chaudes, grandir trop devient dangereux. Vos cellules suffoqueraient. Mais dans les profondeurs glaciales, l'oxygène est abondant. Les tissus peuvent supporter une masse plus importante sans manquer d'air. L'océan profond est un poumon géant. Ensuite, il y a la pression. À 4 km de profondeur, l'océan appuie avec une force de plus de 400 atmosphères. Imaginez une douzaine d'éléphants debout sur chaque centimètre carré de votre corps. Pour nous, ce serait la mort instantanée. Nous serions écrasés. Mais pour les créatures mortes des grands fonds, cette pression est normale. C'est leur quotidien. Fait intéressant, la pression pourrait favoriser les grandes tailles. Les petits animaux ont un rapport surface sur volume élevé. La pression affecte leurs cellules plus intensément. Les animaux plus grands, avec plus de volume, pourraient gérer cette pression plus efficacement. Leur structure interne reste plus stable. C'est une question d'équilibre. Il y a aussi la règle de Bergman. Elle stipule que dans les environnements froids, les corps plus grands conservent mieux la chaleur. Même dans un abysse glacial, un léger avantage métabolique peut faire la différence entre la vie et la mort. Pourtant, la température et la pression n'expliquent pas tout. Pour vraiment comprendre le gigantisme, il faut regarder ce que ces animaux mangent, ou plutôt à quel point ils mangent rarement. Les grands fonds sont un désert, pas un désert de sable, mais un désert de nutriments. À la surface, le soleil nourrit le plancton qui nourrit les poissons. C'est un banquet permanent. Mais sous 1000 mètres, la photosynthèse s'arrête. Il n'y a pas de plantes, pas de production d'énergie nouvelle. Les abysses dépendent des restes. La neige marine, c'est une dérive lente de particules organiques venant d'en haut. Des morceaux de plancton morts, des excréments, des fragments de tissu. Cela tombe comme un blizzard perpétuel et silencieux. Mais le temps que cela atteigne le fond, la plupart a déjà été mangé. Ce qui arrive est une ration de famine. Parfois, quelque chose de plus gros tombe. Un poisson mort, un calmar, une baleine. Ce sont des événements, des festins rares qui peuvent soutenir des communautés entières pendant des mois.
voire des années. Dans un tel environnement, l'efficacité est tout, et l'une des stratégies les plus efficaces est de grandir lentement et de vivre longtemps. C'est logique, non? Un grand corps a un métabolisme plus lent par unité de masse. Un isopode géant n'a pas besoin de manger aussi souvent qu'une petite crevette. Il peut jeûner pendant des mois, parfois plus d'un an. Sa taille lui permet de stocker de l'énergie, de la graisse, pour traverser les longues périodes de disette. Cette stratégie de croissance lente signifie que ces créatures prennent des années pour atteindre leur taille adulte, parfois des décennies. Regardez le requin du Groenland. Il vit dans les profondeurs. Il n'atteint sa maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans. Imaginez ça. Attendre un siècle et demi avant de devenir adulte, il peut vivre plus de 400 ans. Le temps, dans les profondeurs, s'étire différemment. Grandir lentement réduit aussi la compétition. Si vous maturez tard et vivez longtemps, vous ne vous battez pas avec chaque nouvelle génération pour les mêmes miettes. Vous jouez un autre jeu. Un jeu mesuré non pas en saisons, mais en siècles. Le gigantisme n'est donc pas seulement une question de taille. C'est une question de patience. C'est l'art d'attendre dans le noir jusqu'au prochain repas, peu importe le temps que cela prendra. Il y a une autre raison d'être grand, la sécurité, la peur. Dans la zone de minuit et en dessous, les prédateurs sont moins nombreux qu'en surface. Il n'y a pas de grands requins blancs ici, pas d'orques rapides. Les chasseurs des profondeurs sont des spécialistes de l'embuscade. Le poisson lanterne avec son leurre lumineux, le poisson dragon avec ses dents transparentes, le grand goussier dont la gueule peut avaler des proies plus grosses que lui. Mais même ces prédateurs ont des limites. Un isopode géant, blindé comme un tank et de la taille d'un ballon de football, est une cible difficile. Son exosquelette est épais, dense. Peu de prédateurs ont les mâchoires assez puissantes pour le briser. Ici, la taille est une armure. C'est la même chose pour le crabe araignée du Japon. Ses longues pattes semblent fragiles, mais elles lui donnent une allonge. Il peut frapper ou se retirer plus vite que les petits crustacés. Sa taille massive décourage la plupart des attaquants. Pourquoi lutter contre un géant quand on peut manger une proie facile? Pour le calmar, la taille signifie la puissance. Le calmar colossal n'est pas seulement grand, il est agressif. Ses tentacules sont tapissés de crochets rotatifs. Ils sont conçus pour agripper et déchirer la chair. Ils se battent avec des cachalots dans les profondeurs. On retrouve des cicatrices sur la peau des baleines qui témoignent de ces duels titanesques. Être grand, dans ce cas, n'est pas juste une défense, c'est une arme. Même les méduses en profitent. La méduse rouge géante dérive passivement. Elle est trop grosse pour la plupart des poissons. Ses bras charnus contiennent des toxines. Sa masse la rend peu appétissante. Les prédateurs passent leur chemin, cherchant quelque chose de plus tendre. Il existe un concept appelé l'hypothèse de la libération de la prédation. C'est une idée fascinante. Elle suggère que là où les prédateurs sont rares, les proies peuvent se permettre de grandir. En surface, être petit permet de se cacher, de fuir dans une fissure. Mais dans le grand vide noir, où il n'y a nulle part où se cacher, grandir devient le pari le plus sûr. Devenez si gros que rien ne peut vous manger. Bien sûr, le gigantisme n'est pas universel. Toutes les créatures des abysses ne sont pas des monstres. Beaucoup restent petites, translucides, invisibles. Mais pour celles qui grandissent, la taille offre une forme d'invincibilité. Il reste une dernière pièce à ce puzzle, la stabilité. L'océan profond est vieux, très vieux. Pas seulement en temps géologique, mais en temps évolutif. C'est un environnement stable. Il a très peu changé depuis des millions d'années. Alors que les mers de surface subissent les tempêtes, les marées, les changements climatiques, le fond reste constant. La température reste glaciale, la pression reste immense, l'obscurité reste totale. Cette stabilité permet aux espèces d'évoluer lentement. Elles raffinent leurs adaptations sur des éons. Elles n'ont pas besoin de changer rapidement pour survivre à une nouvelle crise.
Beaucoup de ces géants sont des fossiles vivants. L'isopode géant appartient à une lignée qui remonte à l'âge des dinosaures. Il a vu les continents bouger. Il a vu les météores tomber. Mais son monde, lui, n'a pas bougé. Cette isolation signifie aussi moins de compétition. Les eaux de surface sont bondées. Chaque niche écologique est remplie. Chaque ressource est contestée. Mais l'abysse est vaste, peu peuplé. Il y a de la place pour grandir, littéralement. Sans la pression intense de rester petit et agile, les espèces peuvent expérimenter avec la taille. Elles adoptent une stratégie de reproduction différente, la sélection K, qualité plutôt que quantité. Le grenadier géant, un poisson des profondeurs, pond moins d'œufs que ses cousins de surface. Mais chaque œuf est plus gros. Chaque bébé a de meilleures chances de survie. Dans un monde stable et prévisible, ça marche. Vous n'avez pas besoin d'inonder l'océan de milliers de larves en espérant qu'une seule survive. Vous pouvez prendre votre temps, investir dans votre progéniture. Les grands fonds sont un refuge, un endroit où l'évolution peut prendre son propre rythme, loin du chaos de la surface. Et dans ce refuge, les géants peuvent prospérer. Pendant des siècles, les marines racontaient des histoires de monstres surgissant des flots. Le kraken, des bêtes tentaculaires capables d'entraîner des navires entiers sous l'eau. Des serpents de mer gigantesques. Ces histoires n'étaient pas que des mythes. C'étaient des tentatives d'expliquer l'inexplicable. Nous savons maintenant que certaines de ces légendes venaient probablement de rencontres réelles. Un calmar géant échoué sur une plage, ou pris dans un filet, son corps abîmé, ses yeux énormes, son bec tranchant. Pour un marin du XVIIIe siècle, c'était un monstre. Mais la réalité du gigantisme des profondeurs est plus fascinante que n'importe quelle légende. Ces créatures ne sont pas des monstres, ce sont des survivants, des chefs d'œuvre d'adaptation. Ce qui est vraiment monstrueux, ce n'est pas la créature elle-même, c'est l'échelle de l'océan. C'est le fait que nous en avons exploré moins de 5%. Chaque fois que nous envoyons un submersible, nous trouvons quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun humain n'a jamais vu. Les mythes avaient tort sur les détails, mais raison sur l'intuition. Les profondeurs abritent des géants, juste pas ceux que nous imaginions. Alors, pourquoi ces créatures deviennent-elles si terrifiantes et énormes? Comme nous l'avons vu, la réponse est multiple: le froid, l'oxygène, la rareté de la nourriture, la sécurité. Mais il y a quelque chose de plus, une leçon d'humilité. Les géants des profondeurs nous rappellent que la vie ne suit pas un seul manuel d'instruction. Ce qui fonctionne sur un récif corallien ne fonctionne pas dans l'abysse. La vie s'adapte, elle trouve un chemin. Et parfois, ce chemin consiste à devenir impossiblement grand dans un endroit où personne ne pensait que la vie était possible. Nous ne savons toujours pas tout. Nous ne savons pas s'il existe une limite de taille maximale. Nous ne savons pas si, avec assez de temps et de stabilité, ces créatures pourraient devenir encore plus grandes. Chaque plongée ramène plus de questions que de réponses. Nous trouvons de nouvelles espèces de calmars. Nous découvrons des amphipodes dans des fosses que nous pensions trop extrêmes pour la vie complexe. L'océan est le plus grand habitat sur Terre, et les grands fonds en sont la plus grande pièce. Plus de la moitié de la surface de notre planète est couverte par ces plaines abyssales. Et nous en connaissons moins que la surface de Mars. Quels autres géants attendent en bas? Quelle stratégie de survie n'avons-nous pas encore imaginée? L'océan profond ne livre pas ses secrets facilement, mais chaque réponse que nous trouvons redéfinit ce que nous pensions possible. Et chaque géant que nous rencontrons nous rappelle que notre planète regorge encore de merveilles qui dépassent notre imagination.